ravie d'introduire ici la séquence avec Laure Adler, qu'on ne présente plus, mais que je vais quand même essayer de présenter avec quelques mots. Donc, Laure Adler, vous êtes éditrice, essayiste, vous avez beaucoup écrit. Vous avez écrit entre autres à propos du vieillissement, à propos des femmes, et vous êtes biographe de Marguerite Duras, de Hannah Arendt, de Françoise Giraud, j'en oublie. Vous êtes journaliste culturel et non pas, je sais pas, journaliste politique ou journaliste sportif. Vous êtes journaliste culturel, spécialiste de la littérature dite blanche, c'est-à-dire une littérature non genrée. Alors, on ne parle pas du sexe là, mais on parle plutôt du fait qu'il y a des littératures policières, etc. Bon, là, vous êtes spécialiste de la littérature blanche, dite blanche. Vous êtes une très récemment ancienne booktubeuse, puisque vous arrêtez de promouvoir vos coups de cœur littéraires via... J'ai pas arrêté, on m'a demandé d'arrêter. J'ai pas arrêté, on m'a demandé d'arrêter. C'est pas la même chose. Non. Des noms. Donc, vous êtes vous étiez très récemment une booktubeuse, mais vous allez être bientôt une podcasteuse. Je reprends les podcasts, effectivement. Voilà. On m'a proposé comme lot de consolation, alors que je faisais les deux, les podcasts et les coups de cœur littéraires, et je suis très triste, voilà, de ne plus faire les coups de cœur. Mais je vais essayer d'en faire avec vous. Et avec ces activités, vous êtes ce que j'appellerais une pousse à lire. Ah ouais, j'aime bien ce terme. Vous êtes une grande voix du service public, à la radio, à la télévision, et une très grande lectrice, et même relectrice. Je suis pas sûre d'être assez lectrice, justement. J'aimerais bien passer ma vie entière à lire. Or, il y a des séquences dans la vie qui s'organisent sans la lecture. Alors peut-être qu'une de mes questions vous réconciliera avec cette idée que vous n'êtes pas une assez grande lectrice. J'y viendrai. Alors, je vous propose d'entrée de jeu de tenter une définition de la lecture à partir de situations de non-lecture. 3 situations de non-lecture que Lacan décrit dans le séminaire Les Psychoses, qui date de 55-56. Il s'était demandé, dans le courant de ce séminaire, qu'est-ce que c'était que lire, qu'est-ce qu'on peut nommer lecture, et il n'avait pas vraiment répondu. Il n'avait pas répondu à cette question, il avait plutôt donné une série de situations où on ne lit pas. Et dans ces séries, il y a 3 situations où on ne lit pas. Il parle du rêve, que dans le rêve, on peut lire, mais en fait on ne lit pas. Et on serait bien en peine au réveil de dire ce qu'on a lu. Il donne une anecdote personnelle d'un voyage dans l'Atlas où devant lui, on donne un papier à un monsieur. Et en fait, le monsieur ne sait pas lire ce qui est écrit sur le papier et le met à l'envers, enfin le met devant lui à l'envers. Donc en fait, il fait semblant de lire. Mais Lacan note, c'est pas pour autant que parce qu'il ne sait pas lire, il ne lit pas quelque chose. Et la 3e situation de non-lecture dont il parle, c'est le fait de lire ce qu'on connaît déjà par cœur. C'est-à-dire de ne pas s'aventurer dans une lecture, mais en fait de lire ce qui a déjà été écrit, déjà dit, ce qu'on connaît déjà. Or, finalement, ça donne l'idée que lire, ce n'est pas répéter. Bon, mais voilà les 3 situations de non-lecture qu'il donnait et qui dessinent une lecture en creux. De quelle lecture il s'agirait ? Pour moi, l'acte de lire, c'est m'effacer de moi-même. C'est abolir mon être propre pour essayer en employant un terme de psychanalyse devant vous, et j'ai honte, de transférer tout ce que je suis pour être dans le texte. Cet acte-là, il requiert à la fois une énergie, une volonté, une détermination, mais surtout un grand plaisir. Lire, pour moi,
c'est ne pas exister pour moi, mais être en coïncidence avec mon intériorité, c'est-à-dire ne pas avoir de surface corporelle, ne pas avoir de jeu, J-E, et être complètement absorbé jusqu'à l'effacement, donc dans un flux d'émotions, de sensations, de temporalité. Et c'est aussi, je crois, peut-être l'oubli. C'est l'oubli. J'oublie tout. Quand je lis un texte qui me convoque, et ce terme de convocation, je pense, décrit bien la situation de l'acte de lire, j'oublie tout. La couleur du ciel, la douleur si j'en ai, mon statut social, je ne suis que dedans. Alors quel est ce dedans ? Je ne sais pas très bien ce que cela veut dire, mais par contre ce que je peux vous dire, c'est que du haut de mon grand âge, je peux vous dire que c'est quelque chose qui ne se tarit pas. C'est quelque chose qui ne vieillit pas, justement. C'est quelque chose qui se renouvelle, comme une source d'eau en montagne. Vous savez, quand vous marchez en montagne et que tout d'un coup vous trouvez une fontaine avec un petit filet d'eau, on a l'impression que ce filet d'eau ne s'arrêtera jamais, eh bien c'est pareil. Ça ne se modifie pas, ça ne se tarit pas, et ça reste avec le même plaisir. Pour le moment, parce que j'ai gardé encore la possibilité de lire. Mais j'ai des amis qui ne peuvent plus lire. Et notamment une amie proche qui ne peut plus lire, qui est une grande intellectuelle. Je ne vais pas dire son nom parce qu'elle ne le souhaiterait pas, mais c'est une très grande intellectuelle que vous connaissez, dont vous avez lu, je pense, sûrement les livres. Mais elle ne veut pas qu'on vienne chez elle lire à voix haute. Et j'avoue que j'essaye de la convaincre depuis 2 ans et demi, mais elle ne veut pas. Alors j'ai parlé à sa fille, j'ai parlé à sa petite fille, elle n'arrive pas à comprendre. La petite fille m'a dit quelque chose qui est peut-être au centre de notre conversation aujourd'hui. Elle m'a dit, elle a peut-être peur de s'endormir si quelqu'un lui dit à voix haute et elle ne veut pas s'endormir devant vous. Je pense que c'est peut-être prosaïque, mais c'est peut-être vrai aussi. Mais en tout cas, ça prouve que la lecture, c'est par les yeux que ça se passe, la lecture au sens avec un grand L, et que ça convoque le corps entier, l'esprit, et que se faire lire, c'est pas pareil que lire. C'est quand même troublant. Alors qu'on pourrait penser que c'est transitif, c'est quelque chose qu'on reçoit. Eh ben non, c'est quelque chose qu'on prend et puis qui est actif. Je pense que c'est pas du tout... On a toujours des représentations de lectrices ou de lecteurs qui sont au fond de leur lit, dans une position immobile, comme s'ils étaient entre rêve et sommeil. Pas du tout. Je crois pas. Donc le corps est très convoqué dans la lecture. Oui, mais l'esprit aussi, mais je ne sais pas quelle partie de l'esprit. Vous parlez de la lecture un peu comme on pourrait parler de l'écriture, c'est-à-dire le fait d'être complètement dans un travail qui mobilise toute la présence, soit du lecteur, soit de... Je me demandais si Marguerite Duras ne pourrait pas parler comme vous du fait d'écrire. Alors, moi je pense, mais je ne suis pas la seule à le penser, il y a beaucoup d'écrivains, et moi je ne suis pas écrivaine, qui disent que lire, c'est écrire. Par exemple, Pascal Quignard, qui travaille avec la mythologie, avec le monde ancien, avec la civilisation grecque, la civilisation latine, qui lit le grec et le latin, qui se réveille tous les jours à 4 heures du matin pour commencer sa journée en lisant du grec et du latin, et qui après s'immerge dans sa propre écriture, eh bien il dit que c'est exactement la même chose. Il y a des familles comme ça d'écrivains qui pensent que lire c'est écrire, mais en même temps, encore une fois je parle parce que je ne suis pas écrivain, mais je pense qu'écrire c'est quelque chose
qui subsume encore la lecture. C'est quelque chose qui va vous prendre des forces encore plus importantes et encore plus intérieures. Et pour revenir à Marguerite Duras, alors elle disait deux choses, enfin elle disait beaucoup de choses, mais en ce qui concerne notre sujet, elle disait « tout le monde peut en écrire ». Il ne faut pas oublier le « en ». Tout le monde peut en écrire. Moi, je sais pas. Je sais pas. Elle le croyait vraiment. Mais qu'est-ce que c'est que ce « en » ? Alors, elle ajoute, dans d'autres textes, elle dit « tout le monde peut en écrire à condition d'aller à l'intérieur de notre puits noir ». C'est comme ça qu'elle s'exprime. Alors, qu'est-ce que c'est que ce puits noir ? C'est encore autre chose. Mais en tout cas, la plupart des écrivaines et des écrivains sont des grands lecteurs. Ils l'étaient avant d'écrire eux-mêmes, ils continuent à l'être tout en écrivant, et quand ils ne souhaitent plus écrire ou quand ils ne peuvent plus écrire, ils continuent à lire. Je pense que l'activité de lecture est quelque chose qui accompagne l'écriture. C'est pas que ça soit un sas obligatoire, c'est pas que ça soit une condition, c'est pas que ça soit un échauffement comme font les sportifs. Non, je pense qu'il s'agit de la même activité psychique. Mais que dans cette activité psychique qu'est l'écriture, qui pour moi est quand même le mystère absolu, parce que c'est le surgissement du néant de blocs qui sont inconnus de vous et que vous faites remonter à la surface et que vous allez inscrire noir sur blanc, si j'ose dire, eh bien c'est quelque chose qui est quand même absolument prodigieux et qui s'appelle la création, ex nihilo. Mais en tout cas que les deux soient corrélés, et même si c'est la même activité pour la plupart des écrivains, moi il me semble que contrairement à ce qu'affirmait Marguerite Duras, tout le monde peut en écrire sûrement. N'importe qui d'entre nous peut, par exemple, noter ses rêves au réveil ou noter dans le métro quand il voit quelqu'un qui a une attitude ou qui vient de dire quelque chose de génial, etc., etc. Et il y a beaucoup d'aspirants écrivains qui disent qu'ils rêvent qu'ils ont écrit quelque chose qui était génial pendant la nuit et qui essayent le matin de le mettre noir sur blanc et qui vous disent tous, il n'y avait plus rien. Oui, c'est comme la lecture dans le rêve. Voilà. Il y a l'écriture dans le rêve. On rêve qu'on écrit et puis cette idée géniale qu'on a eue d'écrire a disparu au réveil. Alors Patrick Modiano, il faisait une petite différence, enfin il faisait, peut-être que c'est pas du tout une petite différence, mais il distinguait lire et écrire en disant la chose suivante du lecteur ou de la lectrice, que la lectrice ou le lecteur éclaire le livre. En fait, que c'est lui ou elle qui a la vue d'ensemble. Parce que l'auteur, celui ou celle qui écrit, procède, je crois qu'il avait utilisé la métaphore du peintre de fresque, oui. Procède par petites touches, par petits éléments, par petits centimètres carrés, par centimètre carré pour arriver à cette fresque. Et donc que seul le lecteur ou la lectrice éclairait en fait le livre, parce que seule cette personne-là a la vue d'ensemble. Alors, il y a eu une école littéraire au début des années 60 qui plaçait le lecteur, la lectrice, au centre du dispositif de compréhension du texte. Justement, c'est Françoise Giroud qui avait dit que c'était une famille d'écrivains, mais chaque écrivain qui composait cette soi-disant famille a récusé ce terme de famille. Il y avait Claude Simon, il y avait Alain Robbe-Grillet, il y avait Nathalie Sarraute, il y avait Marguerite Duras, etc. Ce qui est certain, c'est que dans tous les textes de ces écrivains, il y a eu une volonté qui allait avec l'ère du temps, qui était aussi les débuts de la déconstruction en philosophie,
les le post-sartrisme avec les situations, etc., etc. Il y avait une volonté de la part de ces écrivains qui pouvaient se connaître dans la vie, mais qui n'avaient aucun lien commun, sauf celui de dire que c'était le lecteur qui organisait le texte, qui le percevait comme il le souhaitait, et qui surtout, pour ces écrivains, et Nathalie Sarraute a écrit des textes assez théoriques là-dessus, et qui sont très très passionnants, et elle l'explique dans Pour un oui ou pour un non, qui est un texte absolument sublime sur le plan du langage. Eh bien, elle met en avant l'indécidabilité de l'écrivain par rapport au sujet que serait le lecteur. Ah oui. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que plus d'ailleurs chez Nathalie Sarraute ou chez Claude Simon, moins chez les autres, mais il y a une volonté dans l'écriture de laisser la place, laisser une place. Alors qu'est-ce que c'est que cette place de la lectrice ou du lecteur ? C'est pas une place vide, mais c'est une place de décryptage, d'interprétation d'un texte, de multi-interprétation, de polyphonie de sens qui n'est pas fermée. C'est-à-dire, c'est pas obturé. Chacun d'entre nous peut lire un texte de Nathalie Sarraute et y trouver autre chose. Et ça, c'était une volonté aussi intellectuelle d'essayer d'adopter une langue assez poreuse qui pourrait être traversée par l'interprétation de chacune et de chacun. Aujourd'hui, notamment avec cette inflation, mais j'ai vu que c'était mondial, et c'est d'ailleurs une question très intéressante sur le plan poétique, philosophique et même politique. J'ai vu là les dernières sélections des Booker Prize, vous savez, c'est la grande... c'est le grand prix international qui va être décerné dans 8 jours, je crois, aux écrivains du monde entier qui ont été sélectionnés comme étant, entre guillemets, les plus extraordinaires. Eh bien, tous, dans la sélection du Booker Prize, rejoignent ce courant littéraire qui a commencé il y a pas mal d'années, mais qui est massif dans cette rentrée littéraire, qui est le courant autobiographique. Oui. Et ce courant autobiographique, moi je croyais que c'était français et que c'était un hasard, mais pas du tout. À quoi ça correspond ? Mais en tout cas, le courant autobiographique en littérature, blanche comme vous disiez, obture complètement la multi-interprétation. C'est quand même, quel que soit le talent des écrivaines ou des écrivains, c'est « je vais vous dire mon histoire ». Oui. Voilà comment j'ai vécu mon histoire. Voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui ne s'est pas passé, etc. Et donc là, cette espèce d'ouverture, de champ vide de la lectrice ou du lecteur quand elle commence un texte, il se trouve quand même extrêmement écrasé, je trouve. Alors, il y a l'idée, alors c'est Peter Sandy, je ne sais pas si je prononce bien son nom. Zandy, ouais, j'adore. qui a écrit Pouvoir de la lecture, vous l'avez sans doute lu. Oui, oui. Un essai assez stimulant sur justement la lecture. Et lui, il parle, parce que ça rejoint ce que vous venez de dire, il parle d'une lecture polyphonique, hein, que toute lecture est une lecture polyphonique. C'est-à-dire que c'est une lecture à plusieurs voix. En gros, on ne lit jamais seul, on lit toujours à plusieurs. Et la lecture est donc plurielle, c'est son idée. Et la lecture, pour lui, serait une quadrangulation. Donc il y aurait 4 voix. Alors, il y a la voix du lecteur qui est dédoublée, ou de la lectrice, c'est-à-dire il y a la voix du sujet, voilà, mais il y a la voix du sujet lecteur, hein, ça crée déjà 2 voix, plus la voix de l'auteur, plus il repère une voix de l'impératif de lecture. Alors, il fait remonter cet impératif de lecture à... Alors, ça rejoint ce que vous disiez à propos de votre ami, c'est-à-dire que dans l'Antiquité, il y avait des esclaves qui devaient lire à haute voix. Et on les appelait les anagnostes, je crois, à vérifier. Et donc, c'était des esclaves, c'est-à-dire on leur disait « lis », c'était un impératif.
Mais cet impératif de lecture persiste, et d'ailleurs on le repère très bien dans les adresses des auteurs aux lecteurs. C'est-à-dire quand l'auteur s'adresse au lecteur, ce que fait d'ailleurs Lacan dans ses séminaires, il s'adresse à son auditoire. Et ça, on retrouve ça dans les écrits. C'est-à-dire il s'adresse, donc on a l'impression qu'on est mobilisé à essayer de saisir ce qu'il essaye d'expliquer. Hein. Et donc, il y aurait cette quadrangulation de voix dans chaque lecture. Qu'est-ce que vous en pensez pour votre part ? Mais j'ai beaucoup d'estime pour Peter Zandi, qui est aussi un philosophe important, qui a écrit un texte absolument génial sur la musique, où il dit un peu la même chose que pour la lecture. On va pas faire du Lacan devant vous, mais on n'est jamais seul quand on lit. On croit qu'on est seul, mais on est plusieurs. Maintenant, je vous dis ça, mais je ne saurais pas l'expliquer. Mais je sais que c'est vrai. Mais c'est pas seulement concrètement qu'on s'identifie, par exemple, au personnage d'un roman, ou c'est pas seulement qu'on est projeté vers la page suivante en disant « Oh là là, j'espère qu'il va pas mourir », ou c'est pas seulement qu'on est séduit par le style... Non, il se passe quelque chose d'autre qui fait qu'effectivement... alors, le fait que Peter Zandi dise qu'on est deux, moi je crois qu'on est beaucoup plus que deux à l'intérieur de soi-même quand on lit, et que ça convoque des étages de notre conscient, de notre préconscient, de notre subconscient. Il y a quelque chose de l'ordre de l'abandon, de lâcher tout, comme disait Annie Lebrun. Il faut tout lâcher quand même pour lire. Et ça dépend ce qu'on entend par lire. Lire, c'est pas avancer d'une phrase à l'autre pour aller jusqu'au bout du livre. Lire, c'est une expérience, c'est une traversée, c'est une convocation, c'est une convocation sans obligation, c'est de la recherche, comme dirait notre ami Marcel. Ça peut être de la défaite, ça peut être de l'humiliation, ça peut être aussi quelque chose qui nous rabaisse, ça peut être aussi tout ça. Ça peut être quelque chose qui vous salit, ça peut être quelque chose qui tout d'un coup vous ouvre des horizons, ça peut être quelque chose qui est très chiant par moments, c'est très... on n'y arrive pas... on comprend pas bien, on revient en arrière. Je veux dire, c'est pas neutre. C'est pas facile. C'est pas... Il y a pas... Pour moi, il n'y a pas d'idéaux romantiques à poser à la lecture. C'est quelque chose qui... Et puis c'est quelque chose... Alors, moi, j'aime pas les sirènes du malheur. J'aime pas non plus les sirènes du malheur qui m'exhibent des statistiques. J'aime pas les gens qui disent c'était mieux avant. J'avais comme professeur Michel Serres quand j'étais jeune qui s'est toujours opposé aux gens qui disaient c'était mieux avant. Il disait c'était le contraire, c'était bien pire avant. Et je pense qu'il avait raison. Mais quand même, on est bien obligé de dire qu'on est à un point de bascule aujourd'hui par rapport à la réalité contemporaine où la lecture est en train de disparaître. Moi, je fais partie des gens, j'ai l'impression que je lis autant, mais quand même, l'image, depuis une dizaine d'années, m'a séduite, m'a absorbée, j'y consacre du temps. Avant de m'endormir, je regarde des films ou des séries, je ne lis plus de livres, je lis des livres à un autre moment. Donc moi-même, je m'intègre dans cette disparition de cet horizon de la lecture. Oui, alors ce qui est étonnant aussi dans l'époque, c'est que pour autant, il y a de plus en plus d'écrits. Alors, par exemple, la rentrée littéraire, hein, on appelle, je ne sais pas, 500 romans, mais même... 474, c'est moins que l'année dernière et moins que l'année d'avant. C'est un tout petit peu moins, mais enfin c'est le même volume en général. Alors ça, c'est pour la littérature, mais par exemple aussi dans le domaine scientifique, il y a de plus en plus d'articles. Enfin, c'est foisonnant, le marché scientifique des articles et des ouvrages scientifiques, mais au bout d'un moment, on se demande qui lit.
enfin, qui, je pense même qu'il y a des écrits, enfin, des écrits scientifiques ou littéraires qui ne sont pas lus, parce que enfin, il y a une forme Alors je pense qu'il y a des gens qui écrivent sans jamais être lus. Ah oui. Mais ils sont publiés quand même. Et je reviens des États-Unis et je discutais. J'ai eu la chance de passer du temps à Princeton, où il y a des conditions pour les étudiants et pour les enseignants qui sont absolument hallucinantes par rapport à notre pays. Mais en fait, je discutais avec des enseignants, y compris des jeunes enseignants. Plus vous publiez, plus vous allez monter en grade. Ah bah oui, ça c'est... Oui. Et Publish or perish. voilà, C'est ça. donc ils publient en sachant que personne ne les lira. Oui. Et c'est pas le problème. Leur problème, c'est pouvoir écrire dans leur CV qu'ils ont publié Alors c'est des articles, hein. Oui. Mais la prolifération de l'écrit qui n'est pas lu, peut-être que ça a des conséquences aussi sur l'absence d'attractivité accrue de la lecture, je ne sais pas. Ou peut-être que ça concerne le domaine plus scientifique. Mais par exemple, les éditeurs, moi j'ai commencé très jeune à travailler dans le monde de l'édition et j'étais au poste le plus intéressant, que j'aimerais bien retrouver. Mais je suis trop vieille, personne ne me le proposera, hélas. C'était le poste de lectrice des manuscrits qui arrivait par la poste. Et ça, c'est vraiment génial. Eh bien, dans les maisons d'édition, aujourd'hui encore, il y a des livres qui sont édités et les éditeurs savent qu'ils ne seront pas lus. Mais, enfin, ils savent. Ils prennent le risque. Ils ne savent pas. Mais ils prennent le risque parce qu'ils ne savent pas de quoi sera composée l'attente de la communauté des lecteurs. Par exemple, Adèle Lyon, je ne sais pas si vous avez lu son livre, qui a été et qui continue à être un énorme succès, a été envoyé par la poste. Elle ne connaissait personne. A été lu par 15 grands éditeurs. 2 éditeurs lui ont envoyé, enfin il y a eu des lettres types négatives, et il y a 2 éditeurs, l'un qui lui a dit... C'était l'assistante du responsable, lui a dit votre texte est pas mal, mais il faudrait enlever tout ce qui est personnel, ce qui est d'une stupidité rare. Et quand l'éditeur est revenu de ses 8 jours de vacances, il a dit est-ce qu'il y a eu des manuscrits qui sont arrivés par la poste ? Cet éditeur, je le nomme, c'est important de le nommer, il s'appelle Frédéric Boyer, il a succédé à Paul Oczachowski-Lawrence, POL, qui lui-même avait érigé comme règle dans le monde éditorial qu'il lisait tout, que l'éditeur était responsable de tous ses choix et qu'il n'y avait pas une armada de gens qui lisaient à sa place. Donc Frédéric Boyer s'est inscrit dans le courant de Paul Oczachowski, et a lu ce texte qui a été contesté par son assistante et a rappelé l'autrice en lui disant « Je suis désolée de vous dire que la personne qui travaille avec moi a eu tort, moi je prends tout et je vous publie tout de suite. » Et l'autrice a répondu « Hier, un autre éditeur m'a appelé et m'a dit « Je vous publie à la rentrée, donc je suis désolée, mais... j'ai déjà eu un oui, alors ça faisait 2 mois et demi ou 3 mois qu'elle attendait des réponses positives. » Et Frédéric Boyer a demandé à l'autrice « Mais qui est cet éditeur ?» Et je vous dis le nom aussi parce que c'est un jeune homme très très doué qui s'appelle Adrien Bosque et qui est l'éditeur du Sous-sol et qui a publié le livre de Adèle Lyon. Et Frédéric Boyer a dit « Eh bien, vous êtes dans les mains d'un grand éditeur, et donc je ne vais pas insister, mais par contre, je vais l'inviter à déjeuner pour le remercier. » Et donc, c'est intéressant à souligner que dans la communauté des éditeurs qui sont responsables des livres qu'on va lire, des livres nouveaux qu'on va découvrir, il y a aussi un pari, un risque. Personne, enfin bon, 15 éditeurs ont dit il n'en est pas question, ce livre, personne ne va le lire. Et pourquoi ? Pourquoi ils ont dit ça ? Et surtout, comme dit Adrien Bosque, pourquoi les gens le lisent ? Ah oui. Parce qu'on ne sait pas
Personne ne sait, y compris pas l'autrice. Parce qu'il y a aussi des moments d'attente. Et puis il y a aussi des créations de personnalité dans ce monde qu'est la librairie. Parce qu'un livre n'est pas lu s'il n'est pas soutenu par les libraires. Et là, je voudrais faire un grand éloge des libraires, sans qui la lecture ne pourrait pas continuer à exister, y compris les les libraires de quartier, les petites maisons de presse, les endroits dans les gares où on peut acheter des bouquins, etc., etc. Tout lieu où on peut acheter un livre est propice à la lecture. Et si ces lieux disparaissaient, et merci à Jacques Lang qui a créé la loi sur le livre, parce que sans ça, on serait dans une situation très difficile. Mais qu'est-ce qui fait qu'un livre va être lu? C'est pour rebondir sur votre question. Il y a des gens qui publient sans même désirer être lus. Oui. Et il y a des gens qui voudraient être lus, qui ne savent pas s'ils vont être lus. Et il y a des éditeurs qui ne savent pas si le texte... Mais il y a beaucoup dans la rentrée littéraire, je dirais il y a un bon tiers, parce que ça on ne le dit pas. Personne ne le dit. Ça fait partie du métier. Il y a un bon tiers des livres qui ne sont pas lus du tout, mais qui sont édités. Et ils font le trajet entre... Ils sont composés, ils sont fabriqués, ils sortent de presse, ils sont envoyés aux journalistes de presse, ils sont mis en place, c'est la fameuse loi Lang, c'est-à-dire qu'il y a des représentants dans les maisons d'édition qui vont faire la tournée des libraires et qui disent ben voilà le catalogue, vous en voulez combien, etc. Ce qu'on appelle la mise en place. Et la mise en place, le libraire ne la paye pas. C'est une mise en place gratuite. S'il prend un exemplaire ou 2 exemplaires, je crois qu'il a un délai de 2 ou 3 mois de ce qu'on appelle le retour. Un terme intéressant pour les psychanalystes, le retour. Et ça ne lui coûte rien au libraire. S'il en prend 10 d'Emmanuel Carrère, ça lui coûte rien non plus parce qu'il va les vendre dans la journée. Mais s'il prend un premier roman dont la presse n'a pas encore parlé, ça va lui coûter rien. Mais s'il en prend 3, il va payer un pourcentage sur le 2. Vous comprenez ce que je veux dire? Eh bien, ces retours concernent un tiers des livres qui sont publiés. C'est-à-dire qu'ils font l'aller, puis le retour à la case départ, et dans toutes les grandes maisons. Et je vais vous dire, j'ai eu accès, quand je travaillais sur Marguerite Duras, mais quand j'ai travaillé aussi sur d'autres autrices, mais ça a été un bouleversement pour moi. J'ai eu droit d'aller aux archives des textes de Marguerite Duras. Eh bien, ses premiers livres ont été vendus à 60, 70, 80 exemplaires. C'était dingue. Et elle a attendu très longtemps pour être reconnue, pour être vendue à plus de 600. Alors, c'est peut-être pas les chiffres d'aujourd'hui, mais je veux dire, c'est quelqu'un qui a continué à écrire sans être du tout... Alors, elle était lue par des fanatiques qui adoraient ses textes, mais c'était un tout petit cercle. Elle n'était pas lue. Il a fallu le barrage contre le Pacifique pour qu'elle rentre dans la danse. Donc il y a effectivement des textes qui sont écrits, qui ne sont pas lus. Et il y a aussi peut-être le fait de lire quelque chose qui n'est pas du texte. Hein. C'est un peu ce que disait Émile Mallet là précédemment, c'est-à-dire on peut lire par exemple l'actualité, on peut lire l'époque. Alors il y a une expression japonaise, je voulais vous interroger là-dessus, qui s'appelle Kuki Oyomu. Oh. C'est joli, hein? Ah oui. Kuki Oyomu. Alors Kuki, ça veut dire, le Ku, ça veut dire le vide ou le ciel, on va voir des signifiants. Et le Ki, ça veut dire l'esprit ou l'atmosphère. Donc là, on est... Voilà, on s'élève. Et donc, cette expression Kuki-Oyomu, qui est très connue au Japon, on pourrait la traduire par lire l'air. Lire l'air. L'air. Lire l'air. Enfin, c'est en général comme ça qu'elle est traduite.
Alors, elle désigne, pour la société japonaise, elle désigne la capacité à saisir l'ambiance, l'atmosphère dans laquelle un sujet évolue, dans laquelle un sujet se trouve. Donc, dans la société japonaise, la cohésion du groupe est très valorisée, très importante. Et savoir lire l'air est une compétence sociale quasiment vitale pour être insérée dans la société. Elle aide à comprendre les nuances d'une situation, à réagir de manière appropriée dans une situation sociale, à attraper le sous-sens, les sous-sens qui sont là. Et alors elle peut être critiquée parce que du coup, ça peut être compris comme une forme de conformisme, c'est-à-dire on se conforme à ce qui est attendu, à ce qui est attendu dans cette situation sociale. Alors un exemple, pour donner un exemple peut-être, lors de l'accident nucléaire de Fukushima, cette capacité à saisir l'atmosphère, à lire l'air, a obligé, si on veut, la commission d'enquête sur l'accident à se rendre sur place, à interroger les habitants, etc., pour justement saisir la catastrophe. Ils ne pouvaient pas la saisir que par des rapports scientifiques, d'expertise. Il fallait, y compris, se plonger dans l'atmosphère du lieu. Il fallait lire l'air. Je ne sais pas ce que vous pensez du fait qu'on puisse lire autre chose qu'un texte. Je crois que pour pouvoir pour pouvoir comprendre en tout cas l'itinéraire d'une personne, comme on le fait quand on s'engage dans une biographie, ou pour pouvoir comprendre une situation, il est très important de... J'aurais pas la prétention de savoir lire l'air, mais en tout cas j'ai la certitude qu'il faut essayer de s'approcher de cette tentative de savoir lire l'air. Je m'explique. Par exemple, quand j'ai travaillé sur Hannah Arendt, et que j'ai eu la chance de passer, je crois, 2 années complètes à pouvoir accéder à ses archives, c'est pas du tout ce qui m'a suffi. Pour moi, il était aussi important d'aller dans sa ville natale, de marcher dans les rues, de savoir que la mairie était juste en face du domicile où elle vivait avec son père et sa mère, puis avec sa mère seulement, de regarder le ciel justement, d'y retourner à plusieurs reprises, c'était très important. Moi je m'inscris, et ça me permet de rendre hommage, dans l'école historique de Pierre Nora, pour qui les lieux de mémoire sont très importants. Et dans ces lieux de mémoire, il y a l'atmosphère, il y a la sensation, si vous voulez, que votre corps s'inclut dans un espace qui a été lui aussi ressenti par la personne sur laquelle vous êtes, ou autour de laquelle vous tournez, vous vous approchez. Donc savoir lire l'air ou l'atmosphère, c'est quelque chose qui, à mon avis, est fondamental, vital et nécessaire. Et à propos du Japon, moi j'ai eu la chance de pouvoir aller, dans le cadre de mon métier de radio, j'ai souhaité aller à Fukushima. La radio a beaucoup hésité, puis finalement j'ai eu l'autorisation. J'y suis allée avec un technicien. Et je vous assure qu'avoir été à Fukushima vous permet de comprendre ce qui s'est passé là-bas et de ne pas rester à Tokyo. Et là, on en revient à lire le ciel aussi. L'obscurcissement du ciel, la forme des nuages. Et la seule personne avec laquelle j'ai pu vraiment parler de ce qui s'était passé, comme par hasard, c'est un poète. Et c'est quelqu'un qui écrivait des poèmes complètement fragmentés sur Fukushima. Donc, savoir lire l'air. Alors, en même temps, ce qu'il faut bien, je pense, souligner, c'est que le caractère, la manière de lire
au Japon n'est pas la même que la nôtre. La nôtre nous permet un plongeon dans le texte. Lire en japonais, c'est quelque chose qui vous fait beaucoup plus interrompre votre respiration corporelle. C'est quelque chose de moins global, de moins total, de moins phénoménologiquement uni que nous permet notre écriture, je crois. Oui, alors parce qu'il n'y a pas de rapport entre l'écrit et l'oral ou pour le japonais ou parce qu'en fait, Parce qu'on ne lit pas de la même façon et que le corps n'est pas requis de la même manière. C'est oui. plus intellectuel, c'est plus Mhm. cloisonné. C'est une vaste question. Alors, pour parler peut-être de qu'est-ce que c'est que l'enjeu presque vital de la lecture, je voulais vous citer un rêve qui est plutôt un cauchemar, d'ailleurs, de lecture, plutôt de non-lecture, de Michel Foucault, dont une collègue, Martine Ménès, l'a utilisé dans son ouvrage sur les cauchemars. Donc voilà le texte du rêve de Michel Foucault. J'ai sous les yeux un texte que je ne peux pas lire. C'est son rêve. Hein. Donc j'ai sous les yeux un texte que je ne peux pas lire, ou dont seule une infime partie m'est déchiffrable. Je fais semblant de le lire. Je sais que je l'invente. Puis le texte se brouille entièrement. Je ne peux plus rien lire, ni même inventer. Ma gorge se serre et je me réveille. Donc on voit qu'il y a quelque chose dans la lecture qui est un enjeu de l'être. Hein. Pas seulement un enjeu de pensée, un enjeu intellectuel, un enjeu imaginaire. Il y a quelque chose là, dans ce cauchemar, qui dit quelque chose que la lecture, c'est un enjeu d'existence. Ben, je pense qu'on a tous fait ce cauchemar. Hein. Oui. Et on a tous peur que ça nous arrive. Et je pense que le pire du pire, c'est ça. C'est ça, c'est de plus... Et là, on est au cœur peut-être du sujet de la lecture, c'est-à-dire de plus faire coïncidence entre son esprit et le texte dont on est en train, entre guillemets, de s'emparer. Et que tout se brouille, et que ça soit le noir, et que ça soit l'obscurité, et que ça soit le pays noir, comme on dit dans la Bible. Et moi, je pense que la lecture est le garant le plus stable de notre être au monde. Je m'inscris dans cette espèce de flux de pensée dont Martin Heidegger a très bien parlé, de constituer dans le flux du temps son être propre qui est capable de pouvoir saisir ce qui n'est pas un objet, parce que je pense qu'un livre c'est un objet, mais c'est pas un objet, c'est autre chose qu'un objet. Je parle pas de la sacralisation dans certaines religions de textes anciens, je parle de n'importe quel livre. Je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas sacré, mais qui est quand même quelque chose qui n'appartient pas à la qualification de tous les objets. Je ne saurais pas comment le définir, comment le singulariser, mais en tout cas, un livre, c'est quelque chose, n'importe quel livre, c'est quelque chose qui vous permet d'abord de croire en vous-même, c'est déjà énorme, ensuite de croire en l'autre avec un grand A, parce qu'il y a toujours un pont, et d'autre part, c'est aussi quelque chose qui peut faire communauté. C'est tellement rare, finalement, dans notre société, que ces trois possibilités se fondent en une seule. Et tout à l'heure, je n'ai pas bien répondu à votre question antérieure, vous avez parlé de l'actualité, des mots qui désignent, des mots qui fâchent, etc. Et moi, je suis très inquiète. Bon, et ça va peut-être avec la déclinaison objective de la pratique de la lecture dans notre société. Mais en tout cas, je suis très inquiète de la manière dont les mots
sont soi-disant porteurs de vérité, parce que la vérité a été complètement abolie depuis une dizaine d'années, le concept même de vérité, et cette avalanche de mots pour stigmatiser les autres, pour entretenir la haine, s'énonce au nom d'un soi-disant concept de vérité qui n'existe plus. C'est à chacun sa vérité, mais ça veut dire à chacun sa vie aussi. Et je pense qu'on est dans un état de discorde et de montée d'une violence individuelle et collective. On est au bord d'une déchirure d'un pacte social, parce que les mots ont été vidés de leur signification avec la sanctification du monde universitaire, de l'utilisation énorme des réseaux sociaux qui amplifient ça, parce que l'histoire de la pseudo-vérité, hein, c'est dans le dictionnaire d'Oxford il y a 10 ans déjà, hein, fait par des universitaires. Mais ça a pris des proportions absolument extraordinaires, qui fait que des mots sont minés de l'intérieur. Alors comment on fait pour dire nous, chacun d'entre nous, ce que nous pensons, pour pouvoir être écouté jusqu'au bout de sa phrase, pour ne pas être stigmatisé, sachant que on a de moins en moins de vocabulaire commun. Et je voudrais rappeler le texte d'un homme génial, qui était linguiste d'origine, qui vivait en Allemagne, qui a vécu le moment de l'avènement du nazisme, vous le connaissez sûrement, il s'appelle Victor Klemperer. Et voilà, et il a expliqué par le menu détail comment finalement la servitude au nazisme a touché les Allemands au cœur même de ce qui constitue faire société, c'est-à-dire c'est passé par l'asservissement au langage totalitaire. Et je ne dis pas qu'on en est là, mais je dis qu'il est en train de se passer quelque chose. Et par rapport à l'enjeu de notre conversation, peut-être que je sacralise trop la lecture, mais la lecture, en tout cas, c'est quelque chose qui est un peu protégé de l'oralité par rapport au brouillard des mots. Il y a un texte qui est établi, on peut ne pas l'interpréter de la même manière, mais en tout cas, il y a un texte qui est établi. D'ailleurs, on dit établissement du texte. Et quand le texte est définitif, c'est aussi des mots qu'on emploie dans le monde de l'édition, on dit qu'on va passer aux épreuves. Premières épreuves, deuxièmes épreuves. Donc il y a toute une série de processus sur lesquels il serait intéressant de s'interroger de manière analytique. Mais en tout cas, il y a un texte. Oui, ça ne ressemble pas au poste de Trump, avec très peu de mots et qui passent pas par cet établissement, ces épreuves, et qui sont diffusées comme ça dans une immédiateté. Oui, mais il n'y a pas que Trump. Ah oui, il n'y a pas que Trump. Il y a un Trumpisme exacerbé qui est extrêmement contagieux et qui sévit. Trump arrive dans un moment... on tape sur Trump, moi aussi, mais je le trouve vachement intelligent pour un vieux d'avoir saisi cette modernité, cette contemporanéité des réseaux sociaux, de la répétition, voire de la répétitivité des messages, de l'essence de la langue et de la séduction que ça opère. Et voilà, il est un artisan de quelque chose qu'il a compris ou qu'il a ressenti et qu'il l'a précédé et qu'il a incarné. Oui, je suis d'accord. Non, mais il n'existe pas seul, il est porté par effectivement... Ouais, il y a quelque chose qui se passe qu'on ne sait pas bien dire et que les livres ne nous disent pas pour le moment. C'est pour ça peut-être, c'est une interprétation que je donne, c'est pour ça que dans la littérature aujourd'hui, c'est moi-je. Allô maman bobo, allô papa bobo. On peut en rire, mais c'est peut-être parce qu'on est dans un terrain miné de la langue, que chacun se retrouve sur son territoire familial et qui considère que c'est essentiel de parler de sa famille. Et dans le livre d'Emmanuel Carrère que vous avez peut-être lu,
dans le tout premier tiers du bouquin, il nous raconte l'histoire de l'arrière-grand-père, de son cousin germain, et puis la petite nièce, de sa grand-mère, etc. Et puis il nous dit, c'est ennuyeux à mourir. Moi je me disais, je ne vais pas continuer. Et non, il nous interpelle en disant, c'est très très ennuyeux ce que je vous raconte, mais c'est un détour nécessaire, parce que auparavant, quand j'écrivais sur les autres, mais maintenant, en vieillissant, je ne sais pas combien de temps il va me rester à vivre, donc je préfère écrire sur mes proches, mais je vais écrire sur mes très proches dans quelques pages. Et c'est intéressant aussi d'essayer de comprendre pourquoi il y a tellement de textes moi-je. Autobiographique, oui. Alors, Laure Adler, revenez à votre booktubeuse activité. Ah. Est-ce que vous nous feriez le plaisir de nous livrer un coup de cœur de votre rentrée littéraire? Ben écoutez, je vais vous parler d'un livre que j'ai lu hier soir dans un train. Enfin, aller et retour. Quand même 5 heures de lecture. D'une personne que j'admire énormément depuis longtemps, qui s'appelle Georges Didier Huberman, qui est philosophe, comme vous le savez, qui est auteur d'une œuvre absolument considérable, et qui là sort ces jours-ci un livre, à mon avis, très important par rapport à ces tourments que nous traversons, par rapport à l'unicité, l'explosion de l'unicité du langage, par rapport aux saturations de sens, par rapport à la violence, de la stigmatisation de celui qui ne pense pas comme vous, etc. Le thème, c'est les anges dans l'histoire. Le point de départ, c'est ce tableau de Paul Klee que vous connaissez peut-être, avec l'ange protecteur, etc. Et l'objet de Georges Didier Huberman, c'est d'essayer de comprendre ce qu'a dit Walter Benjamin à propos de ce tableau de Paul Klee. Est-ce qu'il y a des anges dans l'histoire ? Est-ce que l'histoire peut être protégée par les anges ? Est-ce que la catastrophe qu'on nous promet générale est-elle évitable ? Est-ce que Franz Kafka peut nous aider à faire comprendre autrement le monde ? Est-ce que le détour par les ruses de l'histoire vont éclairer nos temps présents très assombris? Est-ce qu'on va est-ce qu'on va réussir, par les réflexions que nous donne Georges Didier Huberman, à déplier des problématiques pour essayer d'avoir de l'espoir, un peu comme le promettait Ernst Bloch avec ses textes au début du XXe siècle? Oui, répond Georges Didier Huberman, en entrelaçant à la fois Paul Klee, Walter Benjamin, Gershom Scholem, notamment la correspondance Walter Benjamin, Gershom Scholem, Franz Kafka, etc. Oui, il y a quelque chose à essayer de déplier par rapport à la violence de notre monde contemporain. C'est le point de vue de l'ange. Il revisite l'Apocalypse dans la Bible, il revisite la puissance de Satan et nous explique que nous, lecteurs, regardeurs aussi, nous pouvons trouver notre possibilité de nous raconter à chacun notre monde pour pouvoir l'échanger avec les autres, et qu'il ne faut pas céder. Moi je trouve que ce livre est très vital en ce moment, et qu'il ne faut pas céder à l'injonction de cette pensée unique avec ces mots très violents qui écraserait toute possibilité même de croire que nous pouvons penser ce qui est en train de nous arriver. Donc voilà, Georges Didier Huberman, c'est en train de sortir. Eh bien, merci infiniment.